Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Michel Onfray, philosophe, directeur de la revue Front Populaire et auteur de Anima aux éditions Albin Michel. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Je vous reçois ce matin jusqu'à 9h, avec tout à l'heure d'ailleurs, il y aura Guillaume Bigot, Éric Nolot et puis les auditeurs 0826 300 300. Alors Anima, c'est votre nouveau livre qui sort cette semaine aux éditions Albin Michel. C'est construit comme une grande enquête sur l'avenir de l'humanité en quelque sorte. Vous partez de l'histoire de l'âme humaine, en remontant à Socrate, Platon notamment bien sûr, et vous arrivez jusqu'à notre époque, avec une grande inquiétude sur notre civilisation. Et là vous avez quelques têtes de Turcs. Alors Elon Musk, les développeurs aussi de l'intelligence artificielle, les élites mondialisées qui ne pensent, ou en tout cas certaines élites qui ne pensent que mondialisation. Et il faut le dire, vous êtes plutôt pessimiste, en tout cas dans le constat à la fin. Vous allez nous dire pourquoi et s'il y a une possibilité d'inverser aussi cette tendance tout à l'heure. Avant de s'y pencher, quelques mots quand même, Michel Onfray, sur l'actualité. Vous qui êtes attaché au symbole, que représente l'incendie d'hier de l'auvent de la Rotonde, la brasserie parisienne qui était le symbole de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 ? On voit bien que c'est au-delà de la réforme des retraites et qu'il y a une espèce de détestation du personnage et peut-être allons au-delà de sa politique maastrichtienne depuis 1992. Alors il y a une espèce de détestation de tout ce qui est ostensible, cette façon de dire le soir du premier tour, si je me souviens bien, je fête mon élection justement à la Rotonde. Cette façon de dire vous allez avoir un deuxième tour, mais c'est pas bien grave le deuxième tour. L'important c'est le premier. Je suis déjà élu et je fête mon élection le premier soir à la Rotonde. Cette façon de dire tout est fait pour que Marine Le Pen soit présente au second tour, tout est fait pour que vous ne votiez pas pour elle. Dès lors, je peux fêter mon élection ce premier soir. Alors, je suis pas pour le fait qu'on incendie les restaurants. Là, ouais. Mais vous me posez la question de la généalogie, de ce que signifie ce feu. Je pense que c'est une façon de dire, vous qui nous méprisez, on vous méprise. Oui. Laurent Berger a parlé d'une crise démocratique, ce qu'a réfuté Emmanuel Macron. Qu'en pense le philosophe que vous êtes Bien sûr que c'est une crise démocratique, mais en même temps, il en fait partie de la crise démocratique. Berger, tous ces syndicats qui, in fine, j'y reviens, s'en viennent nous dire au bout du compte qu'il faut voter contre Marine Le Pen, qui est une fasciste, et donc il faut voter pour Emmanuel Macron. Nombre de gens qui sont dans la rue ont voté Macron. Ils l'ont mis là, en place, parce qu'ils ont été victimes de cette propagande. Je dis pas qu'il faut voter Marine Le Pen. Je dis simplement que les gens qui ont voté Macron, ils ont voté pour un programme. Ils ont beau dire, ah mais non, moi j'ai voté contre. Et contre, c'est pas pour. Propagande, c'était des arguments en même temps, des uns et des autres. Pourquoi vous dites propagande ? Non. Je dis propagande parce que quand Emmanuel Macron est élu le soir du premier tour et qu'il sait qu'il a 2 semaines entre les 2 tours et qu'il s'en va à Oradour-sur-Glane, qu'il s'en va au musée mémorial de la Shoah à Paris, qu'il nous fait savoir qu'il faut faire attention quand même parce que le dimanche suivant, il va falloir éviter de voter pour Adolf Hitler, pour la division Das Reich, pour Himmler, pour Goebbels, pour Mengele, etc., etc. Quand on nous dit ça, c'est une propagande. Moi, je n'ai jamais voté Marine Le Pen. Je trouve que elle dit tout et le contraire de tout et n'importe quoi. Et elle dit récemment qu'il faut pas toucher à Schengen, qu'il faut pas toucher à l'euro, qu'il faut pas toucher à l'Europe, etc., etc. Donc moi, ça m'intéresse pas de voter pour quelqu'un comme ça. Disons-le très clairement. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où on nous dit elle est fasciste, elle est dangereuse pour la République, elle est antidémocrate, elle est antisémite. Moi, je veux bien, mais vous savez, dès que vous dites un mot contre les Juifs aujourd'hui, vous allez au tribunal et c'est tant mieux. Et vous avez une condamnation. Où sont les condamnations de Marine Le Pen pour antisémitisme ? Donc je dis, ça s'appelle de la propagande que de nous dire qu'un candidat, par exemple, est antidémocrate quand il ne l'est pas, qu'il est antisémite quand il ne l'est pas, ou qu'il est un grand défenseur de l'humanité, du peuple et des autres, et quand il s'appelle Mélenchon. C'est aussi un mensonge. Oui, puisque vous parlez de Marine Le Pen, et le vote RN et Marine Le Pen, c'est quoi selon vous ? C'est un vote de colère, justement. C'est pas forcément un vote d'adhésion, non ? Non, ça, je ne souscris pas à ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle est la seule à parler au peuple, au petit peuple, au prolétariat. Souvenez-vous de cette note de think tank, le fameux groupement d'intellectuels qui travaillaient pour Dominique Strauss-Kahn. Il nous disait, bon, le peuple est parti chez les Le Pen. Laissons-le là-bas. On peut rien faire
faire pour le récupérer. Votons pour un néo-peuple. Et le néo-peuple, c'était quoi? C'était les immigrés, c'était les femmes féministes, c'était les délinquants, c'était les trans, les LGBT, etc. Et on nous disait, voilà, un néo-peuple, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Le peuple, on n'en veut plus. Laissez-le dans sa souffrance. Bon, ben voilà, elle a compris qu'il fallait jouer cette carte de la retraite à 60 ans, du pouvoir d'achat, et elle parle à des gens qui sont dans la souffrance. J'ai lu l'autre jour un article terrible de gens pour nous dire que des gens renonçaient à acheter du savon, renonçaient à acheter du dentifrice, c'est-à-dire des biens de consommation pour l'hygiène corporelle. Vous vous rendez compte où on en est? Oui, vous parliez tout à l'heure de Terra Nova, dans le site Terra Nova, oui, absolument. Pour sortir de cette crise que nous vivons aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions? Alors, on attend beaucoup du Conseil constitutionnel la semaine prochaine sur la réforme des retraites, et le référendum d'initiative partagée, vous y croyez? Ça peut être une solution? Moi, vous savez, je crois beaucoup. Moi, je crois au peuple. Je crois que le référendum est toujours la bonne solution. Sauf que ces gens-là disent, mais on connaît l'issue du référendum, donc on va pas demander au peuple. Ils font l'économie du peuple. Ça fait des années qu'ils font l'économie du peuple. Je vous rappelle qu'en 2005, quand le peuple dit on ne veut pas du traité constitutionnel, la classe politique dit en 2008, vous l'aurez quand même. Ils font voter les prétendus représentants du peuple contre le peuple. Oui. Pour dire, ça date, la crise démocratique, elle date justement de 2005, de cette époque ou pas? Non, enfin oui et non, ça dépend. Vous avez des générations qui n'ont connu que ça. Moi, j'ai 64 ans, donc j'ai connu la trahison de Mitterrand, son arrivée au pouvoir, la trahison en 83, cette ouverture d'une parenthèse qui n'est pas fermée et qui était la parenthèse de la rigueur. Rigueur pour qui? Pas pour tout le monde, rigueur pour les pauvres, rigueur pour les gens modestes, rigueur pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais en revanche, c'est l'époque où la gauche nous dit Bernard Tapie est formidable. Personnage qui était un escroc, qui était connu comme ça, et puis on avait Libération qui nous disait vive la crise, Monsieur Geoffrin qui nous disait que il y en avait assez, ou Serge Julie, il y en avait assez de l'État-providence, et qu'il fallait que les gens se prennent en main, qu'il y en avait assez de cet État qui donnait de l'argent aux gens simples, aux gens pauvres et aux gens modestes. C'était une gauche qui avait perdu le sens de réalité, quoi. C'est une gauche qui a cessé d'être une gauche. Oui. C'est resté la mienne, donc évidemment, moi je suis un fasciste pour ces gens-là, ou quelqu'un d'extrême droite. Je dis simplement que Mitterrand, 83, il se convertit au giscardisme, y compris avec la question de l'Europe. Et d'un seul coup, son nouveau jouet, à Mitterrand, c'est l'Europe. Alors il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de prolétariat, et puis enrichissez-vous. C'était la phrase de Guizot, enrichissez-vous, et puis arrêtez de vous plaindre. Comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir terminer son quinquennat? Ça, c'est la vraie question, parce que je pense que c'est un psychorigide. Et que dans la Ve République, il faut compter avec la psychologie des gouvernants. Il y a les fourbes, il y a les cyniques, il y a les couleuvres, il y a les feignants. Enfin, il y a eu tout ça dans la présidence. Il y a les naïfs, il y a les niais. J'espère que tout le monde aura reconnu. Une fois Mitterrand, une fois Chirac, une fois Hollande, une fois Sarkozy, l'énervé ou ce genre de choses. Et là, on a un personnage qui est un psychorigide qui nous dit j'ai raison contre tout le monde. Tous les autres ont tort. Voilà quelqu'un qui ne supporte pas qu'on ne l'aime pas. C'est un grand séducteur. Mais pourtant, il dit qu'il va écouter les Français. Oui. Quand il a fait le grand débat, quand il se déplace et tout. Il suffisait juste, mais ça c'est Macron, il dit une chose, il fait le contraire. Il s'en va écouter les Français, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va partout en France parler aux Français. Et il monologue. Et il fait comme Fidel Castro, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le préfet a choisi l'assistance et il explique tout. Il a des fiches. Il nous fait croire qu'il improvise. Comment on fait pour improviser quand on a des fiches? C'est qu'on n'a pas improvisé. Oui, très bien, Michel Onfray. Mais alors les auditeurs qui vous écoutent disent d'accord, mais alors qui dans ces conditions? Pour pouvoir, est-ce qu'il faut quelqu'un? Est-ce que on recherche un messie pour sauver entre guillemets notre pays, même une civilisation? C'est ce qu'on va voir dans votre livre dans un instant. Alors moi je ne crois pas à l'homme providentiel. Quand Zemmour dit votez pour moi et j'arrête la décadence et je remets la France en ligne, j'y crois pas une seconde. Je crois au peuple souverain, moi. Je crois au peuple providentiel. C'est-à-dire qu'on peut organiser sur place les choses autrement et différemment. Je suis proudhonien d'une certaine manière. Mon socialisme libertaire, c'est ça. C'est de dire prenez-vous en main, créez vos écoles, créez vos coopératives, créez vos comités de quartier. Oui, mais il faut que ce soit organisé, donc il faut qu'il y ait des gens à la tête, tout de même, de ça. Les citoyens, les gens qui à la base font les choses. Quels citoyens? Tiré au sort comme la Convention citoyenne. Non, ça c'est du pipeau. Non, je dis simplement que quand un paysan, par exemple, des paysans, ils peuvent très bien demander au maire, alors qu'il y a des commerces qui sont vacants, la possibilité d'utiliser un commerce en disant nous allons organiser la distribution, la diffusion. Oui, mais il y a un maire, donc il y a quelqu'un quand même d'élu. Oui, avant. Il demande l'autorisation, mais en même temps, ce sont les gens qui font la démocratie. Si vous dites il y a plus d'école dans le village, eh bien on se débrouille pour voir justement avec le maire et on peut en changer de maire.
mais pour voir s'il n'y a pas une ancienne école désaffectée dans laquelle on peut mettre des gens qui seront des retraités ou des gens qui créeront une école. L'instruction est obligatoire, mais pas forcément l'éducation nationale. Donc on invente des écoles, on invente des coopératives, on invente des EHPAD, où j'aime pas d'ailleurs ce mot-là, il est détestable, mais des maisons d'anciens où on dit on va faire se côtoyer les jeunes et les vieux, plutôt que dans une logique jacobine en disant on attend un homme providentiel qui viendrait et qui changerait tout. Mais il faudrait dans ces conditions changer de république ? Non, c'est la 5e République, elle est formidable. Vous savez, le général de Gaulle, il a estimé que il fallait garder la monarchie et garder la République. La monarchie, c'était l'élection au suffrage universel direct d'un chef de l'État qui tient le pouvoir du souverain, le peuple étant souverain pour le coup. Et puis la République, c'est la possibilité de décapiter ce chef de l'État en disant vous avez perdu les élections, vous en allez. Donc il y avait ça chez lui. Aujourd'hui, un chef d'État, il perd un référendum, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Il perd les législatives, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Il invente la cohabitation. Donc il y a une rupture du lien social entre le peuple et son souverain. C'est aussi ça qui se dit dans la colère de rue. Oui, on verra ça peut-être tout à l'heure avec Guillaume Bigot et Éric Nolot qui vous poseront aussi des questions et puis les auditeurs. Dans votre livre, je voudrais qu'on s'y arrête quand même quelques instants, Anima. Vous parlez, donc vous remontez le temps, l'âme humaine, etc. et vous arrivez à notre époque. Et là, vous ciblez Elon Musk, l'intelligence artificielle, les élites mondialisées et vous les accusez même au détour de quelques phrases, finalement, de provoquer peut-être l'effondrement de notre civilisation, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'il provoque l'effondrement, mais que l'effondrement provoque Elon Musk. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'installent dans un moment de décadence. Nous sommes dans un moment de décadence, de disparition de Pourquoi de décadence, oui? Pourquoi de décadence? Il suffit d'écouter les informations tous les jours et de voir ce qui se passe. Je peux vous donner des exemples. En Espagne, par exemple, ils sont en train de légiférer sur la possibilité de copuler avec des animaux. Les progressistes estiment que la zoophilie est une bonne chose. Et les mêmes progressistes, il y a quelque temps, avec l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, et pas du tout l'IVG, c'est pas la même chose, je défends l'IVG, mais qui nous disent que pour des raisons psychosociales, on a la possibilité d'avorter d'un enfant dans le ventre de la mère, jusqu'à l'âge de 9 mois. C'est-à-dire le jour où on dit un enfant c'est une chose et on peut s'en débarrasser facilement et vous pouvez en même temps coucher avec des animaux, si vous pensez que c'est pas un signe de décadence, mais j'ai écrit des livres qui s'appellent La Nef des Fous, où je dis ça au quotidien, mais au quotidien. Et les preuves sont abondantes, je pourrais en donner d'autres. Et vous dites que tout ça vient de la partie occidentale de l'Amérique. Grosso modo, c'est la Californie, quoi. Oui. C'est ça. Avec quelques-uns qui sont à la tête et qui... Les GAFAM. Les GAFAM, c'est-à-dire effectivement Google, Amazon, Facebook, etc. C'est-à-dire que les données, ce qu'on appelle les data, les données que nous fournissons en utilisant sans cesse notre téléphone portable, de manière innocente. Vous dites, tiens, on va manger un truc, et hop, vous allez chercher un restaurant dans le quartier. Vous réservez votre train, et hop, vous passez par ça. Vous donnez un coup de fil à quelqu'un, vous envoyez un texto à quelqu'un d'autre, vous achetez un livre, vous achetez un truc d'occasion, je ne sais quoi. On a un profil data, et ce profil data, on l'identifie aujourd'hui à votre âme. Je démarre effectivement à Lascaux, en disant voilà ce qu'est l'âme, l'immatérialité de l'âme, comment elle devient matérielle et comment elle devient aussi numérique, et comment aujourd'hui quelqu'un comme Elon Musk nous dit mais moi je peux vous pucer dans le cerveau de quoi être un autre homme. Je vous fabrique des souvenirs de choses que vous n'aurez pas vécues et éventuellement les souvenirs que vous avez, je les supprime parce que par exemple vous avez lu 1984 d'Orwell ou Le meilleur des mondes d'Huxley, ça il va falloir l'oublier. Oui. Et le grand remplacement dont on parle tant, c'est à travers justement cette intelligence artificielle alors. C'est ça, et les puces et les GAFA derrière, non? C'est le vrai grand remplacement. C'est-à-dire que le grand remplacement, c'est que des gens cessent d'être concernés par la civilisation qui est la leur. Peu importe la culture, la religion, etc. On peut être blanc d'origine catholique et produire du grand remplacement soi aussi, et être un musulman qui résistera au grand remplacement. C'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de souscription à la civilisation ou pas. Et là, cette civilisation s'effondrant, on vous dit mais regardez, tout ça c'est formidable. Donc l'intelligence artificielle, ça va, ça tombe bien. Un livre comme ça se fait pas en 2 jours. Donc on voit bien que cette réflexion que je mène sur l'intelligence artificielle, elle a son actualité aujourd'hui, puisque Musk lui-même dit oh là là, ce serait bien qu'on fasse un petit moratoire, là, on va s'arrêter pendant 6 mois. Mais ce qu'il oublie, Musk, c'était d'abord que c'est lui qui a lancé un peu, enfin avec d'autres, enfin c'est l'homme le plus riche du monde, et c'est lui qui a une société qui s'appelle Neuralink, qui travaille sur ce sujet-là. Mais vous croyez que les Chinois vont s'arrêter? Vous croyez que les Indiens vont s'arrêter? Vous croyez que peut-être Israël, qui est très en pointe aussi sur ces questions-là, va s'arrêter? Bien sûr que non, ces pays vont continuer, c'est une course à l'abîme, mais c'est une course. Donc c'est fini, il y aura de l'intelligence artificielle, il y en a déjà, partout. Et cette intelligence artificielle,
elle va bien sûr remplacer l'intelligence que je dirais naturelle, qui elle de toute façon a été détruite depuis des années. À l'école, on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser. On apprend le tri sélectif, on apprend qu'il faut sauver la planète, on apprend qu'il faut... peut faire partie des préoccupations aussi, non, quoi. pas de l'école. Non, pas de l'école. Non, c'est les parents. Ah oui, ça. mais vous apprenez ça vous avec les parents. Bah oui, ce sont les parents. Mais les parents, pour qu'ils l'apprennent eux-mêmes, il faut le savoir. Oui, mais si de toute façon, c'est pas extensible le temps qu'on passe à l'école. Si le temps que vous passez à l'école, vous l'apprenez à apprendre justement, vous apprenez que vous pouvez changer de sexe quand vous avez 4 ans, il est bien évident que vous n'allez pas apprendre les règles de grammaire, d'orthographe, les tables de multiplication ou ce genre de choses. Des choses qu'on n'apprend évidemment plus puisque c'est fasciste de travailler avec la mémoire. Ouais. Allez, nous allons poursuivre cette discussion intéressante. Donc, nous en étions à l'âme humaine, c'est l'âme numérique en fait aujourd'hui. Menace sur notre civilisation, c'est ce que l'on va voir. Et puis tiens, on parlera aussi de la gauche. Éric Nolot a fait son édito sur la gauche tout à l'heure, printemps de la gauche. Nous en parlons. Et avec vous, 0826 300 300. Vous voulez poser une question cash, direct, parlons vrai, à Michel Onfray, il est avec nous jusqu'à 9h.